Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Avec moi ce soir Guy Losbar, qui est le président du conseil départemental, mais il est aussi le président du parti Guadeloupe Unie, Solidaire et Responsable. Avec lui, nous ferons un petit tour de ces élections, du premier tour des élections présidentielles. Nous verrons un petit peu quelles sont ses ambitions pour le deuxième tour. Et puis, nous entrerons dans d'autres sujets puisqu'il y a ce plan de mandature 2021-2028 qui a été présenté à la population lors de la dernière plénière. Donc, nous essaierons de faire aussi un petit focus sur tout cela. Avant de débuter, Guy Losbar, bonsoir. Mais avant de débuter, j'aimerais vous accorder quelques instants, si vous le souhaitez bien sûr, pour dire quelques mots, puisque l'ancien maire de Morne-à-l'Eau, Philipson Francfort, est décédé. Sa veillée, c'est aujourd'hui, donc continue, jusqu'à minuit ce soir. Donc, est-ce que c'est un homme que vous avez connu, un homme qui vous a marqué, et puis quelques mots à l'endroit de sa famille? Donc, bonsoir Madame Brassé, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Effectivement, aujourd'hui, c'est la veillée donc, de l'ancien maire de Morne-à-l'Eau, Philipson Francfort. Je profite pour saluer sa mémoire et adresser mes sincères condoléances à toute sa famille, à ses militants, à toutes celles et ceux qui ont été proches de lui, qui ont participé à ces différents combats, son engagement pour sa ville et au-delà de sa ville, son engagement pour la Guadeloupe. Effectivement, j'ai eu l'occasion donc, de le voir, puisque à un moment, il était membre du GUSR. À l'époque, j'étais un jeune militant. Et c'est un homme qui s'est toujours engagé pour sa commune. Il a eu l'occasion de participer, de contribuer au développement, à l'aménagement donc, de cette ville, jusqu'à ce qu'il puisse accéder aux plus hautes fonctions. Et on se rappelle cette dernière mandature. Et on savait déjà qu'il était malade, mais n'empêche qu'il a toujours maintenu son engagement et son dévouement pour sa ville. Donc, on ne peut que saluer lors des dernières élections municipales, d'ailleurs. Tout à fait. On ne peut que saluer et sa mémoire. Et tout ce que je souhaite, c'est que les Mornaliens et les Guadeloupéens puissent retenir sa contribution et son effort, sa conviction, mais son engagement pour son pays. Voilà, donc j'aimerais revenir sur les résultats des élections. Et avant d'entrer en plein cœur de ces élections sur le plan local, j'aimerais rappeler les chiffres sur les chiffres généraux qui ont été fournis. Alors, selon le décompte qui a été transmis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour avec 27,84%. Marine Le Pen, 23,15%. Jean-Luc Mélenchon, en troisième position, donc avec 21,95%. Et puis, suivi de Éric Zemmour, Valérie Pécresse et des autres. Alors, sur le plan local, il y a donc un score, je dirais, un petit peu inversé, puisque Jean-Luc Mélenchon a obtenu 75 862 voix, ce qui représente 56,16% des suffrages exprimés. Ensuite, on retrouve Marine Le Pen avec 24 204 voix, soit 17,92%, toujours des suffrages exprimés. Et Emmanuel Macron en troisième position avec 18 137 voix, soit 13,43% des suffrages exprimés. Ensuite, on retrouve Valérie Pécresse et puis tous les autres. Alors, Guy Losbar, ce soir, nous essaierons d'y aller franco et de voir un petit peu plus clair sur ce qui s'est passé en Guadeloupe au niveau de ces élections. Est-ce que aujourd'hui on peut prendre un raccourci en disant que, au regard de ce score, c'est le tout sauf Emmanuel Macron? Il faut déjà souligner que pour ces élections,
il y a eu une augmentation peut-être faible de 3-4% de la participation, ce qui est inattendu puisque tout le monde, tous les observateurs disaient qu'il y aurait eu une abstention encore plus forte compte tenu du peu d'intérêt qu'on pourrait accorder aux élections présidentielles. Cette participation nous démontre le contraire, même si cela reste relativement faible par rapport au national, puisque ce n'est que 44 ou 45%. C'est un premier point qu'il faut souligner et qui montre en termes de démocratie. Deuxième élément, c'est effectivement le score de Jean-Luc Mélenchon. Lorsque nous faisions les différentes analyses, compte tenu de la situation du contexte, on pouvait s'attendre plus ou moins à un score important de Jean-Luc Mélenchon, mais pas dans ses proportions. Ce qui montre que la population a manifesté une sorte de colère, désaccord. La population aussi, peut-être qu'il y a une forme d'adhésion aussi, il faut le reconnaître en partie sur certaines thèses au développement. Il faut rappeler que c'est une campagne présidentielle et où le candidat Mélenchon a eu la possibilité donc de venir sur place, de venir dans les différentes villes et de manière à conférer. C'est le cas également de Marine Le Pen. Le président de la République, candidat Emmanuel Macron, on sait très bien qu'avec le contexte de l'Ukraine, cette mobilisation, ces hautes responsabilités n'avaient pas cette possibilité donc de venir comme les autres candidats dans les différents outre-mer. Et je pense aussi cela a joué, puisque au-delà de la perception du bilan d'Emmanuel Macron, cela a été perçu comme une sorte de désintérêt vis-à-vis de la population d'outre-mer, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir faire le point, tirer donc les leçons du premier tour, où on a vu que nous-mêmes, pour faire campagne, ce n'était pas évident. Nous avons essayé de faire des meetings, ce n'était pas toujours possible, puisqu'il y a eu quelques interventions. Nous avons même dû le faire en visio. Et également, ce qu'il faut noter, c'est que le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas forcément connu par la population, et c'est la perception de l'homme, la perception, puisque vous allez entendre souvent vous dire « je ne veux pas d'Emmanuel Macron », ou sans pour autant que donner des arguments forts, ou encore le lier complètement à la gestion donc, de la crise sanitaire et les problèmes de vaccination ou pas. Alors, il est vrai que c'est une mandature qui a été, où il a connu toutes les crises possibles, et parfois, pour pouvoir sortir de cette situation, il est nécessaire de prendre des mesures, parfois qui ne sont pas des mesures populaires, mais ce qui est important, c'est le résultat au bout. Aujourd'hui, la France, d'une manière générale, a une situation économique meilleure qu'il y a 5 ans. Le taux de chômage a diminué d'une manière générale sur l'ensemble donc, de la France et même en Guadeloupe. Mais la majorité des Guadeloupéens n'ont pas forcément conscience de cela, et c'est la perception du candidat ou de la présidence qui est surtout mise en avant. Alors j'essaierai de me coller un petit peu plus près des questions que cette population se pose. Mais juste avant, est-ce que vous considérez en tant qu'élu que le score réalisé par Emmanuel Macron en Guadeloupe a été une sanction des élus qui ont porté la cause ou la voix d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous l'avez considéré comme cela? Non, je ne pense pas que le score réalisé par Emmanuel Macron soit totalement, directement lié au niveau donc, des élus. Lorsqu'on sanctionne Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sanctionne pas forcément le maire qu'on vient d'élire. Lorsqu'on sanctionne Emmanuel Macron, on ne sanctionne pas forcément le président du département ou pas qu'on vient d'élire. Comme j'ai eu l'occasion de dire, il n'y a pas eu une campagne suffisamment assidue pour expliquer cette démarche, pour expliquer quel était le bilan. Puisqu'en réalité, il y a un bilan. Et en réalité, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, le fait de supprimer la taxe d'habitation, puisque la taxe professionnelle ou la taxe sur les propriétés bâties, tout le monde n'est pas concerné. Mais la taxe d'habitation, même si vous louez dans HLM ou pas, la taxe d'habitation concerne tout le monde. Lorsqu'en moyenne, c'est 1 286 € qui est économisé. Lorsque, et effectivement, pour les
pour les agriculteurs, il y avait un minimum qui était l'ordre de 286 qui passe aujourd'hui à 1036 euros. C'est donné donc des éléments au pouvoir d'achat. Lorsque pour le congé parental aujourd'hui, bon, j'ai des amis qui ne le savaient même pas, mais qui étaient de une semaine pour les pères et qui passent à 3 semaines. Ce sont tout un ensemble donc, de mesures sociales. Nous connaissons le problème de l'hôpital, quoi qu'on dise, puisque depuis, on a entendu Mitterrand le dire, Chirac le dire, Sarkozy le dire, Hollande le dire. Mais qui l'a fait en réalité? Qui a posé la première pierre? Qui a financé c'est bien Emmanuel Macron sous sa mandature et c'est près de 600 millions. C'était la première fois que l'État pouvait financer à cette hauteur. Lorsqu'on prend la fac de manière à permettre que nos étudiants puissent faire tout le processus médical, c'est sous cette mandature également. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs, mais qui aujourd'hui ne sont pas connus ou alors ont été complètement effacés face à la gestion donc, de la crise sanitaire. Et même la gestion de la crise sanitaire, vous savez, c'est pratiquement le seul pays où on a permis pendant le confinement que les salaires soient maintenus. C'est le seul pays où pendant les entreprises ont été accompagnées pour permettre d'éviter que nous ayons donc des faillites en cascade. Et c'est pour ces raisons que même à l'issue de ces 2 années donc de crise, que nous avons une économie qui est maintenue. Donc ce sont tout un ensemble d'éléments que nous n'avons pas peut-être eu à expliquer ou pu expliquer ou présenter à la population, mais on tient compte. En tout cas, moi, en tant que responsable politique, je tiens compte du vote que 75 000 personnes se sont prononcées sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour montrer un mécontentement, pour aussi sur un certain nombre de dossiers où il n'y a pas eu suffisamment d'explications. Et il nous appartiendra de rectifier tout cela. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un deuxième tour. Dans un deuxième tour, nous avons 2 candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On connaît quelles sont les valeurs que défend Marine Le Pen. Même si aujourd'hui, on dit que c'est une extrême droite, décomplexée, relookée, etc. Mais nous savons qui est Marine Le Pen. D'où vient Marine Le Pen? Nous savons quelles sont les valeurs défendues. Nous savons très bien que Marine Le Pen, en tant que députée européen, a refusé de voter l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ça, on le sait. On sait très bien que même si aujourd'hui, il y a eu une campagne où on a vu avec la population en train de danser du gouka, etc. Vous savez quelque chose? Eh bien, tant qu'elle a été députée, pendant les 5 ans, elle n'a jamais participé à un vote sur le budget de l'outre-mer. Jamais participé à un vote. Ce n'est pas qu'elle ait voté, elle n'était même pas présente. Donc ce qui montre qu'il n'y avait pas un intérêt. Guy Losbar, j'irai au plus près de la réalité des Guadeloupéens et de ce qu'on entend dans la rue, où des gens disent, oui, mais il y a un problème. Beaucoup d'élus, lors de cette crise sanitaire, nous ont dit, mais écoutez, l'État ne nous entend pas, l'État ne prend pas en compte nos doléances, la crise sanitaire, la gestion de la crise sanitaire a été mal faite, et où beaucoup d'élus se sont succédés pour dire, ben, écoutez, là maintenant, nous sommes dans une situation quand même assez difficile par rapport au gouvernement. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous, élus, vous pouvez être audibles au niveau de la population en disant oui, mais Emmanuel Macron, il a eu un bon programme. Alors les gens disent oui, dans l'Hexagone, il a certainement fait des choses. Mais pour nous, Guadeloupéens, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a été au plus près de nos préoccupations? Est-ce qu'il a tenu compte de nos souffrances, de nos doléances? Alors, est-ce que tout cela dans la campagne ne vient pas pour justement faire en sorte que les Guadeloupéens n'adhèrent pas forcément à la cause d'Emmanuel Macron? Non, enfin, moi c'est un principe. Il faut qu'on puisse agir en toute responsabilité. Moi aujourd'hui, je suis président d'un parti, et je suis président du conseil départemental. J'ai une responsabilité qui est suprême par rapport aux citoyens, à l'électeur. Donc, dans mes choix, dans mes actions, je dois pouvoir faire preuve de cette responsabilité. Concernant les élus, l'ensemble des élus, sénateurs, députés et collectivités de tous bords, nous nous sommes mis ensemble de manière à proposer une plateforme
une plateforme sur les différents points, au-delà de la gestion de la crise, une plateforme sur des points, sur l'emploi, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine de l'amélioration de l'habitat. Moi-même, lors d'une rencontre, j'ai eu l'occasion de remettre cette plateforme au niveau donc, du gouvernement et notamment au président donc, de la République. Lorsqu'il y a eu une réunion avec l'ensemble de l'Outre-mer, l'engagement qu'a pris Emmanuel Macron, c'est de pouvoir en tenir compte de cette plateforme, de pouvoir en tenir compte dans des actions, dans des choix qui seront réalisés. Depuis, il y a eu la campagne présidentielle. Donc, en fait, vous savez qu'il y a un gouvernement est en stand-by pendant un certain nombre d'éléments. Mais ce qui est important, et d'ailleurs, le vote du premier tour a bien montré qu'il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments. Il appartiendra au président, sur la base donc, de ces éléments que nous avons produits dans le cadre des propositions donc, des élus, mais sur la base que nous-mêmes, moi-même, en tant que président du département, en tant que président du GIECR, où le contact a été pris pour qu'il puisse y avoir une évolution sur un certain nombre de dossiers. Donc c'est en ce sens. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, si nous apportons notre soutien à la candidature d'Emmanuel Macron, c'est pour qu'il puisse y avoir une écoute, c'est pour que les choses soient différentes, c'est pour qu'il puisse y avoir cet échange et cette co-construction, puisque trop souvent, avec les collectivités, l'État a une démarche tutélaire. Or, aujourd'hui, il faut une démarche partenariale. Donc, ce qui nous oblige à dire clairement ce que nous voulons, et de manière à ce que cela soit pris en considération au niveau de l'État et au niveau donc de la présidence. C'est sous la base de ces engagements que nous faisons notre soutien. Et de toutes les manières, les choses se verront au fur et à mesure, et déjà, peut-être dans le cadre déjà de cette campagne. Mais il faut pouvoir affirmer les choses, demander à prendre en considération nos réalités, demander à prendre en considération nos besoins, et pour que cela soit contenu dans la gestion au niveau donc, des plus hautes instances, aux plus hautes autorités donc, de la République. Cela n'a pas toujours été le cas, mais c'est lorsqu'on fait le point, on regarde le point, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, et ce qui doit être fait, et qui détermine un soutien, et détermine un accompagnement. Et comme je dis aujourd'hui, pour les Guadeloupéens, le choix est clair. Vous avez le choix entre Emmanuel Macron et le choix entre Marine Le Pen. On sait très bien qu'est-ce que je viens de le dire, quelles sont les valeurs, quelle est la méthode, qu'est-ce qui sera mis en place. Comment dire aux personnes qui ont été suspendues, voter Emmanuel Macron? Alors, est-ce que ces personnes seront réintégrées? Est-ce qu'Emmanuel Macron a décidé peut-être de comprendre un petit peu la souffrance de ces personnes qui avaient dit non au vaccin? Non, nous l'avons toujours dit, enfin moi personnellement, par rapport à l'obligation vaccinale pour les soignants. Je l'ai toujours dit, l'obligation vaccinale pour tout le monde, il n'y a pas forcément nécessité, et c'est pour cela que donc moi-même, j'ai défendu auprès des autorités pour qu'elle ne soit pas appliquée au niveau donc, de la Guadeloupe. Comme vous avez pu voir, il a été mis en place en France métropolitaine et n'a jamais été mis en place au niveau de la Guadeloupe. Donc ce qui montre qu'il y a une écoute. Ce qui montre cela. A-t-il réellement dit, alors juste sur ça, et puis vous poursuivrez, a-t-il réellement dit, si je suis élu, mais je remettrai non, ce qui a été fait, c'est que alors que l'obligation vaccinale, le pass vaccinal, alors que le pass vaccinal était déjà applicable en France, nous avons formulé la demande qu'il soit repoussé, et aujourd'hui, le pass vaccinal n'est plus d'actualité, aussi bien en France qu'en Guadeloupe. Quand je dis ça, c'est pour montrer qu'il y a eu déjà cette écoute. Maintenant, concernant l'obligation vaccinale. Concernant l'obligation vaccinale, j'ai toujours dit, quoique cela pouvait paraître comme, mais je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités, concernant l'obligation vaccinale pour les soignants, que pour moi, le soignant n'avait pas à contaminer un malade. Donc c'est en ce sens que je pouvais être d'accord avec l'obligation vaccinale. Maintenant, on a vu depuis à peu près 6 mois que c'est une question, un certain nombre de personnes. Il y a eu un dispositif qui a été mis en place à la demande des élus. Et d'ailleurs, c'est un dispositif spécifique à Guyane, Martinique, Guadeloupe. Mais il y a un certain nombre de soignants qui ne sont pas entrés dans ce dispositif. Et aujourd'hui, où il y a des problèmes sur les salaires depuis du mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a des problèmes sur le redéploiement. Donc,
il est nécessaire d'avoir une écoute par rapport à cette situation sociale, sans revenir sur les problèmes d'obligation vaccinale, mais avoir une écoute par rapport à cela. Donc il nous appartiendra de travailler en ce sens pour bien montrer que nous, on prend en considération un certain nombre d'éléments et pour que cela soit pris en considération à un plus haut niveau, puisque la décision ne nous appartient pas. Donc mon discours, il est clair. Sur ce principe-là, mais qu'il puisse y avoir un traitement social et au-delà de ce problème. Est-ce que dans son programme, il va remettre ça au goût du jour, c'est-à-dire le pass vaccinal? Donc il nous appartiendra de voir si on arrive à se faire écouter ou pas sur ces différents dossiers, même quand ce n'est pas une compétence directe du département ou d'autres collectivités régionales ou locales. D'accord, parce que les Guadeloupéens disent, nous, on veut bien suivre Emmanuel Macron, mais si il arrive à nous satisfaire mais moi, ce que je dis, c'est que nous, on soutient la candidature d'Emmanuel Macron, mais ce qu'on veut, c'est que les choses soient co-construites, qu'il y ait une plus grande fluidité. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse être partenaire et qu'il n'y ait pas une relation tutélaire. Ce qu'on veut, c'est que sur un certain nombre de dossiers, qu'il puisse y avoir cette écoute. Et nous travaillons en ce sens. Et je suis quelqu'un d'engagement et de conviction pour dire que je suis persuadé que nous allons pouvoir évoluer en ce sens. Donc il a changé de stratégie finalement? Non, ce n'est pas changer donc, de stratégie, puisque, comme je répète, il y a un contexte social. Il y a un environnement et puis il y a un message aussi qu'il faut entendre. Alors, comment contrer l'évolution du RN ici en Guadeloupe, puisque vous avez dit qu'il fallait absolument que les Guadeloupéens se disent que nous sommes en danger avec le vote Le Pen. Alors, quel peut être le discours qui pourrait contrer cette évolution du RN ici en Guadeloupe? Le discours, c'est d'apporter des clarifications, d'apporter donc des explications. Puisqu'aujourd'hui, vous allez peut-être entendre certains dire qu'on a connu la gauche avec les socialistes, qu'on a connu la droite avec les républicains, les MP, on a connu le centre avec ni droite ni gauche, Emmanuel Macron, et pourquoi pas autre chose. Mais ce qu'il faut se dire, c'est quoi autre chose? Puisque il y a un instant, je vous disais que lorsqu'on analyse les positions qu'a eues Marine Le Pen. Marine Le Pen, en tant que députée européen, a refusé de voter l'esclavage, crime contre l'humanité. 70%, 80% des habitants de la Guadeloupe, ce sont donc des descendants d'esclaves. Donc nous, on ne peut pas avoir le même rapport que notre pays, que notre territoire. Quand je vous dis concernant l'outre-mer, effectivement, pendant la campagne de l'outre-mer, on a vu tous les candidats venir, donc les candidats pour 15 minutes, 20 minutes. Et d'ailleurs, c'est un élément qui est reproché à Emmanuel Macron. Mais pendant toute sa mandature, lorsqu'on votait le budget de l'outre-mer, elle était absente, elle n'était pas présente. Donc comment expliquer qu'il puisse y avoir aujourd'hui un intérêt pour l'outre-mer? Un intérêt pour l'outre-mer, ce n'est pas pendant le salon de l'agriculture, on est présent, ce n'est pas pendant la campagne électorale. Un intérêt sur l'outre-mer, c'est en termes d'action, c'est en termes de présence, en termes de prise de considération pour le budget. À la limite, si on a un intérêt pour l'outre-mer, on peut même voter contre le budget, on s'abstenir, mais lorsqu'on n'est même pas présent. Alors elle dit pour un intérêt, c'est un discours de vérité, vous le savez, il y a une vidéo qui dit qu'elle est pour l'obligation vaccinale et où elle dit qu'il faut l'appliquer de manière immédiate. L'obligation vaccinale pour les soignants. Je peux vous présenter cette vidéo, excusez. Donc, c'est sur une chaîne nationale. Et aujourd'hui, c'est un discours différent. Mais cela, c'est dans le cadre d'une campagne électorale. Nous sommes habitués à ce qu'il puisse y avoir ces considérations. On a vu également le problème donc, de l'eau, où tout le monde a surfé sur le problème donc, de l'eau. Mais elle dit, je n'ai jamais été au pouvoir, donc on ne peut pas me faire un procès d'intention. Si j'avais été au pouvoir, on aurait pu me dire. Et là où je martèle, c'est là où Emmanuel Macron a échoué, par exemple, l'eau, les sargasses, enfin, elle cite. Vous n'étiez pas au pouvoir, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir que lorsqu'on parle de l'outre-mer, que vous ne participez pas au débat, vous ne participez pas au vote ou à l'examen du budget. Vous n'êtes pas obligé d'être au pouvoir pour participer à cela. C'est juste pour montrer l'intérêt qu'emporte un territoire.
vous n'êtes pas obligé d'être au pouvoir pour dire que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Quand vous votez contre cela, c'est que cela donne des signes par rapport à ce que sera votre action demain. Et on sait très bien qu'une telle présidence va libérer tout un ensemble d'exactions, que ce soit des exactions d'exclusion, voire du racisme. Et c'est pour cela que moi, personnellement, de par mon origine, de par le pays, de par mes convictions politiques, il est nécessaire de pouvoir s'engager, il est nécessaire de pouvoir convaincre sur cette nécessité que le choix ne soit pas celui de Marine Le Pen au niveau donc, national, mais surtout au niveau de la Guadeloupe, puisqu'on sait très bien que de par l'aéroport, que Emmanuel Macron a de fortes chances d'être le nouveau président. Mais ce qui est important aussi, c'est au niveau de notre territoire qu'on puisse donner un autre signe. Oui, donner un autre signe. Vous avez dit lors de la dernière plénière que le score était inquiétant. Donc, comment convaincre, comment récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon? Quel est le discours qui pourrait emmener cette population guadeloupéenne à voter et à voter en masse pour Emmanuel Macron? Comment inverser la tendance? Vous savez, personne n'est propriétaire des voix. Et même Jean-Luc Mélenchon n'est pas propriétaire des voix qu'il a eues. Je viens d'être élu à 86% pour les élections départementales et je suis convaincu, je suis sûr que beaucoup de militants qui ont voté pour moi ont peut-être voté pour Mélenchon ou d'autres candidats. Et pourtant, je soutenais la candidature d'Emmanuel Macron. Si je vous donne ces exemples, c'est pour vous dire que personne n'est détenteur des voix. Nous sommes en démocratie et chaque citoyen, chaque électeur a cette liberté de pouvoir voter pour qui il veut. Mon rôle en tant que responsable politique, mon rôle en tant qu'élu, c'est de pouvoir convaincre. C'est de pouvoir convaincre, dans un premier temps, pourquoi voter pour Emmanuel Macron. Dans un deuxième temps, convaincre qu'il ne faut pas voter pour Marine Le Pen, compte tenu donc, des dangers qu'elle peut représenter, compte tenu des valeurs d'exclusion, de repli sur soi et qu'elle propose. Alors que nous sommes plus dans des valeurs d'ouverture, de prise en considération. Donc, voter pour ces raisons pour Emmanuel Macron, mais au-delà, c'est parce qu'aujourd'hui, en charge de la collectivité, avec d'autres collectivités, nous savons que il est nécessaire d'avoir cette possibilité, ce partenariat pour pouvoir faire avancer un certain nombre de dossiers de la Guadeloupe. Il y a des dossiers de la Guadeloupe, quelle que soit la volonté que je pourrais mettre, quelle que soit la volonté que maire ou tout autre élu pourrait mettre, ne pourront suffire. Il est nécessaire que pour que nous puissions avancer, que nous ayons donc des partenaires au niveau national et c'est en ce sens que nous soutenons donc la candidature d'Emmanuel Macron. On ne vous a pas vu en compagnie d'Harry Chalus faire bloc pour dire voter Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe? Non, chacun a ses niveaux de responsabilité. Moi, je suis responsable d'un parti qui a pris position pour la candidature d'Emmanuel Macron. Harry Chalus est parrain d'Emmanuel Macron. Après, chacun exerce et fait sa campagne à sa manière. Il ne s'agit pas pour moi de pouvoir intervenir à ce niveau-là. La seule chose que je sais, c'est que nous sommes engagés dans le cadre d'une gouvernance concertée département et région, et jusqu'à la date d'aujourd'hui. Engagement sur les présidentielles. À la date d'aujourd'hui, nous travaillons en ce sens au profit donc, des Guadeloupéens. Et lors de notre plénière lundi, cela a été réaffirmé et par moi-même et par les représentants donc, de la région, puisque le président empêché ne pouvait y être. D'accord. Vous avez rencontré le président Emmanuel Macron, vous êtes parti dans l'Hexagone pour le rencontrer. Alors, est-ce que vous avez eu à négocier certaines choses? Est-ce que vous avez eu à discuter avec lui sur certains sujets? Et lorsque vous êtes parti ou... Non, effectivement, je l'ai rencontré. C'était juste une visite de courtoisie. Je l'ai rencontré et pendant 1 heure, nous avons eu à discuter
Je l'ai fait parce que je venais d'être réélu président du département. Donc il était tout à fait nécessaire de voir les plus hautes autorités, aussi bien le Sénat qu'au niveau donc, du département, le ministre de l'Outre-mer et surtout donc, le président. Donc également en tant que président donc, du GUSR, nous avons eu à évoquer les aspects peut-être plus politiques. Mais la seule chose que moi je peux dire, c'est qu'en fait compte, il faut plus de partenariat, il faut plus de fluidité. Il faut que lorsqu'une décision soit prise à Paris, qu'il puisse y avoir une concertation avec les élus donc, de l'Outre-mer, avec les élus sur place, parce que c'est nous qui au quotidien connaissons la réalité. Et cela n'a pas toujours été le cas. Donc si nous soutenons, c'est parce que nous avons pris donc des engagements pour que les choses puissent être différentes, plus modifiées. Et c'est ce que je viens de vous exprimer tout à l'heure. Donc, prendre en considération cette réalité en termes de mode de fonctionnement, en termes de méthode de travail, que lorsqu'il va y avoir une loi spécifique pour la Guadeloupe, pour l'ensemble de l'Outre-mer, qu'il y ait des concertations, qu'il y ait des discussions, et après qu'il puisse y avoir ce choix. Première chose. Deuxième chose où j'ai eu l'occasion donc de discuter, c'est que la vision de l'Outre-mer soit différente. Trop souvent, nous-mêmes, et au niveau de l'Hexagone, on nous considère comme des territoires de rattrapage, de réparation, pour combler un handicap. C'est parce qu'il y a un retard. C'est parce que pour permettre d'équilibrer. Ce qui est vrai, il y a ce retard de développement, il y a ce retard d'équipement. Nous sommes sous-équipés par rapport à l'Hexagone. Mais en réalité, nous avons d'autres atouts. Nous ne sommes pas seulement un territoire de rattrapage. Il y a des atouts que nous avons, des stratégies qu'on peut mettre en place pour renforcer notre présence, pour renforcer notre développement et pour renforcer même au niveau donc des stratégies. J'ai fait le point effectivement sur cela, notamment en matière donc de santé, notre rayonnement au niveau de la Caraïbe. Il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Autre élément aussi évoqué, c'est l'autonomie alimentaire, autant que faire se peut. Aujourd'hui, aucun pays ne peut se dire qu'il soit autonome totalement. Mais il y a tout un ensemble de secteurs, de produits pour lesquels nous devrions aller vers une autonomie alimentaire. Et d'ailleurs, c'est cela qu'on va mettre en place dans le cadre d'une gouvernance concertée. On doit pouvoir dire qu'il y a un certain nombre de produits, peut-être dans l'élevage, tels pour soit les bovins ou les volailles, qu'on puisse atteindre une autonomie alimentaire. Dans tel secteur pour de l'alimentation, qu'on puisse avoir une autonomie ou tout au moins 80% de la production. Pour la consommation donc, des œufs, on doit pouvoir dire que 100% ou 90% de la consommation des œufs doit pouvoir être produite sur place. C'est sur ces bases-là qu'il y a eu les différentes discussions et notamment aussi sur la transition énergétique. On a le soleil, on a marine, nous avons le vent et tous ces éléments. Au-delà d'une séance de travail, c'est faire connaître la vision, faire connaître les objectifs, faire connaître les stratégies nécessaires à mettre en place au niveau donc, de l'Outre-mer et la Guadeloupe en particulier, et que nous puissions co-construire cela. Pas que cela soit plus ou moins imposé, mais qu'en plus, on puisse prendre en considération. Et c'est l'objet aussi de la plateforme donc des élus mobilisés. Alors, vous avez présenté lors de la plénière le plan de mandature 2021-2028. Et est-ce qu'on peut dire que vous serez plus serein pour aller jusqu'au bout de vos ambitions si Emmanuel Macron est élu? Est-ce que ça sera plus facile pour vous? Mais c'est tout à fait normal que ce soit plus facile, puisque j'ai expliqué quel pouvait être le désastre et quel pouvait être le danger par rapport à Mme Marine Le Pen. Et comme je vous ai dit, il est nécessaire pour le développement qu'il puisse y avoir un partenariat, qu'il puisse y avoir une écoute, qu'il puisse y avoir une proximité, de manière à ce que les dossiers soient entendus et que les dossiers puissent être réalisés. Puisqu'il ne suffit pas juste d'avoir une proximité ou pas soutenir un candidat. Ce qui est important, c'est que demain, dans le fonctionnement, que vous soyez entendu et que vous puissiez obtenir donc, des résultats. C'est ce qui est important. Concernant le plan de mandature, nous l'avons dit, nous sommes élus jusqu'en 2028. Ce que nous voulons, c'est donner notre vision du pays. Ce que nous voulons, c'est donner le cap pour 2028. Dire dès maintenant
ce que nous allons faire dans toutes les politiques publiques, dans toutes les compétences au niveau donc, du département. Il y a 29 priorités avec 120 mesures. Et lorsqu'on le dit en début de campagne, donc ce qui permet de savoir où le département veut aller en 2028. Ce que nous avons considéré, c'est comme si nous étions en 2028 et qu'avons-nous réalisé. D'où ce plan de mandature. Et l'engagement que j'ai pris, c'est que chaque année, je le dis bien, chaque année, les élus du département, les présidents de commission, nous aurons une réunion publique où on va présenter les réalisations. On va présenter ce que nous avons réalisé et les perspectives, et avec la population qui pourra nous interroger, nous interpeller sur ces différentes réalisations. Parce que pour que vous ayez une politique publique, il faut que déjà que la population puisse savoir quel est le cap que vous êtes fixé, où vous allez, et qu'il puisse y avoir donc des concertations, qu'il puisse y avoir cette contribution, et que, puisque je le dis souvent, il faut que chaque citoyen puisse être acteur de son développement, donc il faut qu'il puisse participer. Donc nous sommes dans cette stratégie. Et vous aurez à décliner donc, ce plan de mandature tout au long de l'année, déjà, l'année 2022, mais aussi les années suivantes. L'année 2022, donc, nous ferons une communication à l'ensemble donc, des Guadeloupéens, de manière à ce qu'ils sachent, dans le domaine de la petite enfance, voilà ce que le département s'est engagé, voilà ce que nous allons faire. Dans le domaine du tourisme, voilà nos engagements. Et nous faisons donc des engagements chiffrés. Qu'on puisse dire, dans le domaine de l'agriculture, voilà tel engagement que nous allons prendre. Dans le domaine de l'éducation des collèges, voilà. Dans le domaine de la culture, qui est un élément déterminant, puisque c'est ce qui caractérise, qui donne l'identité d'un pays, d'un peuple, voilà ce que nous allons faire. Donc avec ce support, pour toute la mandature, et chaque année nous ferons le point. Donc la population pourrait dire, bon, l'OSBAO, le département, vous avez dit ça, mais il fait, est-ce qu'il fait, il pas fait. Mais on pourra dire, oui, il fait, pourquoi, s'il pas fait, pourquoi il pas fait. Et en même temps, ce que nous disons, ce n'est pas un plan figé, puisque même s'il y a 29 priorités, même s'il y a 120 mesures, ce qui est important, c'est que s'il y a d'autres opportunités, s'il y a une nécessité de revoir les choses, qu'on puisse les revoir, mais en toute sérénité, comme vous dites. Mais ce qui est important, et ce que moi je veux, c'est qu'on sache sur quel engagement, voilà ce que je m'engage pour les 6 ans, et qu'on puisse vérifier chaque année si cela a été fait ou pas. Parce que lorsqu'on regarde, on entend trop souvent tout et n'importe quoi. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse me juger sur mes engagements, puisque je dis ce que je vais faire. Et je m'engage à faire. Et vous ferez ce que vous avez dit? Je dis ce que je vais faire et je m'engage à faire ce que j'ai dit. Et pour mieux contrôler, chaque année, il y aura un bilan. Donc on pourra me dire, moi, t'ai dit ça, il n'a pas fait. Mais t'ai dit, t'ai fait ça, il n'a pas fait. Donc c'est un engagement fort. En plus, nous ne sommes pas, même si nous sommes en campagne présidentielle, mais nous ne sommes pas en campagne départementale. Nous n'avons pas d'élection avant 6 ans. Donc ce sont des engagements. Et ce sont des engagements contenus dans un document où après, la population pourra analyser, interpréter et peut-être nous faire des propositions aussi. Lors de ces réunions annuelles, on pourra nous faire des propositions, nous dire, pour ne pas te mettre ça, mais fais tel bitin, ça se dit là, fais. Et c'est en ce sens que ce que je veux, c'est que l'on sache quel engagement que je prends en tant que président, en tant qu'élu, et pour que l'on soit jugé sur acte. Voilà. Donc, on va dire, puisque nous sommes arrivés presque au terme de l'émission, on va dire que vous êtes en campagne. Là, vous place à la campagne des présidentielles. Et vous pouvez avancer que Emmanuel Macron sortira vainqueur en Guadeloupe sur ce deuxième tour. Je suis un homme de conviction et de responsabilité. Je l'ai dit. Dans ce deuxième tour, je suis totalement en campagne. Campagne voudrait dire des meetings, campagne voudrait dire des réunions, campagne veut dire donc des rencontres pour expliquer pourquoi, pour expliquer. Et tous les jours, ce matin encore, j'ai rencontré des militants qui se posent donc des questions. Ils sont conscients donc du danger que pourrait représenter Marine Le Pen. À charge pour nous donc de convaincre que ce bilan, il est méconnu.
il y a un certain nombre d'éléments positifs, mais qu'on ne pouvait même pas voir, puisque c'est jugé sur la gestion de la crise sanitaire, problème de vaccination et autres. Expliquer aussi que nous soutenons, mais nous sommes dans une démarche partenariale, nous soutenons, mais pour bien au contraire, mieux faire connaître les idées, mieux faire respecter un certain nombre de politiques publiques que nous voulons mettre en place sur le territoire. Pour expliquer aussi que nous nous engageons sur un certain nombre de choses, que le président et le gouvernement vont devoir évoluer pour que nous soyons beaucoup plus en phase avec les attentes de la population. Voilà, c'est tous ces éléments qui expliquent et qui me donnent la force et la conviction pour pouvoir aller en ce sens et expliquer à la population, quelles que soient les turbulences, les écueils. Quand j'ai une conviction, je vais jusqu'au bout de mes convictions. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.